19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Accélération du rythme de réalisation des projets concernant les lignes ferroviaires de Annaba au site minier de Bled El Hadfa et celui reliant Bachar Tindouf au site minier de Garaj Bilet. Mise en place d'un appareil de veille pour faire face aux bandes qui visent la déstabilisation sociale, entre autres orientations du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Conseil des ministres. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, annonce l'ouverture d'une enquête sur l'infiltration d'une délégation de l'entité sioniste au 36e sommet de l'organisation à Addis Abeba. Visite surprise de Joe Biden en Ukraine. Le président américain a rencontré son homologue Volodymyr Zelensky, à qui il a promis de nouvelles livraisons d'armes, mais aussi de nouvelles sanctions contre la Russie. Et alors que Moscou annonce la prise d'un village près de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine, la Chine nie vouloir fournir des armes à la Russie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce lundi une réunion du Conseil des ministres consacrée à la présentation d'exposés concernant plusieurs secteurs, à savoir notamment aux mesures d'approvisionnement pour le mois de Ramadan, le développement des grands projets industriels structurés du secteur de l'énergie et des mines et les projets de développement des réseaux ferroviaires. Et en prévision donc du mois de Ramadan, le Conseil a examiné les modalités d'approvisionnement du marché en matière de produits alimentaires de large consommation. À cet effet, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné la mise en place d'un appareil de veille précise durant la semaine courante en coordination entre donc le ministère de l'Agriculture, du Commerce et celui de l'Intérieur. Objectif, faire face aux bandes qui visent à la déstabilisation sociale. Le président Tebboune a également insisté sur la nécessité de la reconduction de la facture d'importation, à condition donc que cela ne se fasse pas au détriment des besoins des citoyens et qu'ils prennent en considération la production locale. Et puis du nouveau également concernant les projets énergétiques, le président algérien a rejeté les délais de livraison proposés. Il a appelé à l'accélération du rythme de réalisation des projets en partenariat avec les entreprises internationales, surtout concernant les lignes ferroviaires de Annaba au site minier de Bled El Hadfa et celui reliant Bachar Tindouf au site minier de Garaj Bilet. Alors voilà, concernant le Conseil des ministres présidé donc ce lundi par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui plus tôt dans la journée avait reçu Mohamed Ben Abdelaziz El Khalifi, envoyé spécial de l'émir de l'État du Qatar. Il était porteur d'un message de son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit également ce lundi. Un projet de résolution appelant l'entité sioniste à arrêter immédiatement et complètement toutes les activités de colonisation dans les territoires palestiniens au menu d'un briefing public. Et la Syrie exhorte les Nations Unies à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les attaques de l'entité sioniste et lui demander des comptes après une attaque de missiles meurtrière contre Damas, la capitale syrienne. Une attaque qui a coûté la vie à 5 personnes, dont un soldat. Elle en a également blessé 15 autres. Retour à présent sur le 36e sommet de l'Union africaine. Il a pris fin hier à Addis Abeba en Éthiopie. C'était donc l'occasion pour l'organisation panafricaine de réitérer son plein soutien à la cause palestinienne dans sa lutte légitime contre l'occupation sioniste. Et justement, ce 36e sommet de l'Union africaine a été légèrement perturbé par l'infiltration d'une délégation sioniste aussitôt expulsée par les agents de sécurité. L'Union africaine a affirmé par la suite qu'elle n'avait ni autorisé ni invité cette délégation, tout en annonçant l'ouverture d'une enquête sur cet incident. Des moyens d'action
Nous n'avons pas invité des officiels israéliens à notre sommet. Nous avons constaté qu'il y a une personnalité qui est rentrée dans la salle avec un badge et naturellement, nous lui avons demandé de quitter le lieu. Nous sommes en train de faire les investigations nécessaires parce que c'est une personnalité d'ailleurs qui ne réside pas ici, qui est venue d'Israël. Et jamais, quand quelqu'un arrive ici, s'il est invité, il est invité par le président de la Commission de l'Union africaine. Nous n'avons invité aucun officiel et naturellement, donc, on a constaté ça. Nous ferons les investigations pour situer les responsabilités. Alors l'expulsion de la délégation de l'entité sioniste n'a pas été du goût du Marzen qui tente d'utiliser toutes les tribunes et qui s'offre à lui, qu'elles soient africaines, européennes ou autres, pour travestir des vérités et asseoir sa politique expansionniste. Les diplomaties algériennes et sud-africaines sont constamment en éveil pour contrecarrer les plans machiavéliques du Marzen. Mohamed Amin Aberkan. Il n'y a pas un sommet ou une réunion de haut niveau sans que le Maroc ne s'illustre par ses déboires diplomatiques. À la tête de cette diplomatie, le Marzen a opté pour des éléments qui excellent dans l'outil de la propagande, de la victimisation et qui tentent de s'offrir une nouvelle virginité politique et une crédibilité. L'expulsion de la délégation sioniste du 36e sommet de l'Union africaine n'est qu'une preuve tangible de la ruse et la mesquinerie marocaine. Cette dernière qui a retourné ciel et terre pour que l'entité sioniste assiste aux travaux, et ce malgré lui avoir retiré le statut d'observateur et surtout après n'avoir reçu aucune invitation officielle, ce qui est considéré en soi comme une grave violation et un manque de respect flagrant aux autres pays africains. Le Maroc continue d'ailleurs de coloniser injustement les terres sahraouies et tente justement d'exploiter les tribunes continentales pour faire passer ses mensonges et ses manœuvres, surtout celles s'agissant de la question sahraoui. Et pour réaliser ses visées politiques, le Maroc fait toujours appel à son mentor sioniste, le Marzen qui ne s'est pas gêné d'utiliser les institutions de l'Union africaine, mais le sens diplomatique très éveillé de l'Algérie, de l'Afrique du Sud et autres pays africains qui ne reconnaissent pas l'entité sioniste a fait que ces plans machiavéliques n'arrivent toujours pas à aboutir. Le Maroc tente de convaincre l'Union africaine des conclusions du dénommé Forum de Tanger pour la paix et le développement en Afrique, qui n'est en réalité qu'un événement de propagande et de politique que le Royaume du Maroc utilise au service de ses agendas visant à légitimer son occupation des parties du territoire de la République démocratique sahraoui. La participation algérienne de son côté à ce sommet a été donc marquée notamment par une annonce du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Cette annonce d'octroyer un montant d'1 milliard de dollars à l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement destiné au financement des projets de développement dans les pays africains. C'était dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman qui l'a d'ailleurs représenté lors de ce sommet. Monsieur le Président, l'Algérie a la ferme conviction que la sécurité et la stabilité en Afrique sont liées au développement. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé d'injecter un montant d'1 milliard de dollars américains au profit de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement pour le financement de projets de développement dans les pays africains, notamment les projets d'intégration ou ceux à même de contribuer à accélérer le développement en Afrique. L'agence entamera les procédures d'exécution de cette initiative stratégique en coordination avec les pays africains souhaitant en bénéficier. Les travaux de ce sommet de 2 jours ont été placés sous le thème accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf, justement, on en parle. Ce concept qui remonte aux années 60 représente aujourd'hui un défi à la hauteur du grand continent qu'est l'Afrique. La révolution du marché africain doit affronter les pandémies, mais aussi le conflit en Ukraine et ses retombées. Les élites africaines, en tout cas, sont de plus en plus conscientes de l'urgence de sa mise en place, même si le chemin requiert encore beaucoup d'efforts et surtout de l'abnégation. La ZLECAf entre idéal et potentialité réelle. Un récit de Sarah Allal. La ZLECAf ou le défi de la zone de libre-échange visant à intégrer 55 États africains. Un modèle qui va de pair avec une dynamique plus vaste, celle de l'intégration économique.
Mais comment parler d'une telle zone préférentielle pour les économies africaines sans évoquer des infrastructures aux normes, une production encadrée par des économies publiques ou encore des acteurs économiques familiers avec les normes économiques mondiales et modernes, à l'instar de l'interconnectivité numérique. Nombreuses nations africaines sont bien en deçà de ces exigences, il faut le dire. Mais il n'en demeure pas moins que l'ASLECAF est indispensable au vu des décennies post-indépendance qui se sont révélées perdants pour les économies africaines. Les Africains tout au long sont trop dépendants des pays industriels occidentaux. Un schéma qui n'est pas sans lien avec le passif colonial, à l'instar du verrou du franc CFA pour certaines nations ouest-africaines et centrales. Le carcan dans lequel on veut plonger l'Afrique et qui rogne ses richesses est celui consistant à exporter ses matières premières et importer des produits manufacturés constitués de ces mêmes matières premières. Résultat, une épargne africaine grignotée et une Afrique qui a du mal à nourrir ses presque 2 milliards d'habitants pour un continent aux richesses proverbiales. L'ASLECAF permettrait de se diriger vers la remise dans le centre des producteurs africains et davantage d'opportunités, la fabrication de nouveaux produits et la montée en gamme, le tout encouragé par des politiques publiques et un réseau bancaire moderne. Le but principal étant des prix abordables pour des consommateurs africains. Des pays de notre continent sont d'ores et déjà prêts à engager cette révolution, comme l'Afrique du Sud, le Kenya ou le Nigeria. Des ingénieurs, des études, des acteurs économiques parés pour sauter le pas. Quant aux petits pays, comme les 16 pays enclavés par exemple, ils ne perdraient pas forcément au change, ils pourraient aisément prendre le chemin de la spécialisation. Et on reste en Afrique pour parler de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Au moins 8 soldats ont été tués vendredi lors d'une embuscade tendue par des terroristes dans le nord du pays. L'annonce a été faite aujourd'hui par l'armée burkinabé, affirmant que les unités envoyées en renfort procèdent jusqu'à présent à des opérations de ratissage. Dans l'actualité également, cette visite surprise du président américain Joe Biden à Kiev à quelques jours du premier anniversaire du début de l'opération russe en Ukraine. L'occasion pour Biden de promettre de nouveaux armements et un soutien indéfectible à son allié ukrainien Sofiane Baroudi. Le déplacement du mandataire américain dans la capitale ukrainienne a été maintenu secret, vraisemblablement, pour des raisons de sécurité. La visite de Joe Biden dans une zone de guerre est une première du genre pour un président américain. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que cette dernière était extrêmement importante et que les deux parties s'étaient entretenues longuement, notamment sur le volet de l'octroi d'armement, en l'occurrence de missiles longue portée, afin de soutenir l'effort de guerre de Kiev. Le président américain a donc effectué une visite surprise à Kiev. Ce geste vient en amont d'une visite en Pologne, dans l'objectif de rassurer les pays du flanc oriental de l'OTAN face à la Russie, pays baltes, Roumanie et Pologne en tête. À la veille de la première année du déclenchement du conflit de haute intensité en Ukraine, Joe Biden a déclaré que son pays resterait aux côtés de Kiev, je cite, aussi longtemps que nécessaire. Il a également annoncé un nouveau paquet de sanctions économiques contre la Russie. Et il a ajouté qu'il annoncerait une nouvelle livraison d'équipements essentiels, notamment des munitions d'artillerie, des systèmes anti-chars et des radars de surveillance aérienne. Les contours de cette nouvelle aide, évaluée à $1,5 milliard, devront être connus dans les prochains jours. Dans une phase marquée par des avancées russes notables sur le front du Donbass, incarnée par la grande bataille de Bakhmut, le ministère russe de la Défense a annoncé aujourd'hui la prise d'un village au nord de la ville qui serait en cours d'encerclement opérationnel. Cette clé stratégique est un enjeu majeur sur les plans militaires et politiques. À ce propos, le président ukrainien a déclaré que la visite de Biden va vraiment avoir des effets sur le front ukrainien. Ceci alors que du côté des forces armées ukrainiennes, des signes d'usure notables se font ressentir sur la ligne de front, soumise à des assauts récurrents, et que l'entourage de Zelensky s'est vu affaibli par des affaires de corruption. Pendant ce temps, les opinions publiques occidentales sont également secouées par des débats clivants sur les risques d'escalade belliciste planant sur le vieux continent. Et à propos du conflit en Ukraine, Moscou a revendiqué ce lundi la prise d'un village près de Bakhmut, Parasko-Vivka, qui se trouve à la jonction de deux routes importantes de la région.
Alors que les USA soutiennent l'Ukraine, la Chine nie vouloir fournir des armes à la Russie pour appuyer son opération militaire en Ukraine et accuse donc Washington de jeter de l'huile sur le feu en affirmant le contraire. La Chine avait toujours joué un rôle constructif en adhérant aux principes et en promouvant les pourparlers de paix. Le partenariat stratégique global de coordination Chine-Russie, qui est basé sur la non-alliance, la non-confrontation et le non-ciblage d'une tierce partie est une question relevant de la souveraineté des deux pays indépendants. Nous n'acceptons jamais aucune domination, contrainte ou pression de la part des États-Unis sur les relations sino-russes. En tant que grand pays, les États-Unis devraient promouvoir un règlement politique de la crise au lieu de jeter de l'huile sur le feu ou de prendre le risque de chercher ses propres gains. Le Japon, de son côté, va offrir à l'Ukraine une nouvelle aide financière de 5,5 milliards de dollars. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Il a précisé que le gouvernement demanderait l'approbation du Parlement pour la modification des lois et règles pertinentes afin de permettre le versement de ces fonds. Le Premier ministre japonais qui a également annoncé la tenue vendredi d'une réunion en ligne du G7 avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky afin que les dirigeants des pays du G7 puissent rester unis dans le traitement du conflit russo-ukrainien, a-t-il déclaré. Et la terre a de nouveau tremblé aujourd'hui dans la province de Hatay au sud de la Turquie. Un séisme de magnitude de 6,4 sur l'échelle de Richter. Il intervient 2 semaines seulement après la terrible catastrophe qui a ébranlé le pays et le nord de la Syrie voisine et fait plus de 46 000 morts. La Turquie où le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a achevé ce lundi une visite de 2 jours. Il a affiché le soutien des États-Unis après donc le séisme dévastateur qui a touché le pays. Il s'est également voulu rassurant sur l'état des relations bilatérales parfois tendues entre les deux pays. Naliman Zekar. Il vient d'achever sa première visite en Turquie depuis sa prise de fonction il y a 2 ans. Antony Blinken, le secrétaire d'État américain, s'est rendu dans un pays meurtri par le tremblement de terre. Sur les lieux de la catastrophe naturelle, il annonce une aide additionnelle de 100 millions de dollars. Le processus d'approvisionnement et de modernisation des avions de chasse F-16 turcs était également à l'ordre du jour. Blinken affirme le soutien très puissant de l'administration Biden. En ce qui concerne les F-16, l'administration Biden a vivement recommandé à la fois de mettre à niveau les F-16 existants et d'en fournir de nouveau à la Turquie. Car en tant qu'allié et partenaire de l'OTAN, il est dans notre intérêt national et dans l'intérêt de la sécurité de l'Alliance que la Turquie continue d'être en mesure d'opérer selon les normes les plus élevées de l'OTAN pour s'assurer que nous avons une pleine interopérabilité. Les États-Unis et la Turquie, alliés au sein de l'OTAN, entretiennent des relations parfois tendues, principalement autour du blocage turc de l'adhésion à l'Alliance de la Suède et la Finlande, dont les candidatures sont en suspens depuis le mois de mai dernier. Et dans un contexte de tensions croissantes, les États-Unis reconnaissent à leur allié turc un rôle constructif. Depuis le début du conflit en Ukraine le 24 février de l'année écoulée, Ankara, qui maintient de bonnes relations avec Kiev et Moscou, a offert sa médiation pour en atténuer les conséquences. Et cette annonce faite par la Corée du Nord, le pays a affirmé avoir tiré ce lundi 2 missiles capables, selon elle, d'une attaque nucléaire tactique pouvant détruire entièrement des bases aériennes ennemies. Il s'agit du 2e tir nord-coréen en 48 heures après le lancement samedi d'un de ces missiles balistiques intercontinentaux, les plus puissants en réponse à un exercice militaire prévu par Washington et Séoul. Et on termine avec cette tempête qui fait au moins 36 morts dans le sud-est du Brésil. Le bilan est particulièrement meurtrier à São Sebastião, une ville située à 200 km de São Paulo, et les autorités redoutent qu'il s'alourdisse encore. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.